Il y a quelque chose de pourri au sein de la police de France, on le savait déjà. Mais ces derniers jours, les scandales se multiplient comme jamais. Violences spectaculaires et filmées contre des journalistes et des réfugiés, alors que la très controversée loi sécurité globale est en cours d'adoption. Et puis, ces images terribles révélées par nos confrères de Loopsider, où l'on voit Michel Zecler, un producteur de musique, et des jeunes artistes dont un mineur, se faire tabasser et gazer avec une violence inouïe. La coupe était déjà pleine, elle déborde. C'est ce moment qu'a choisi Alexandre Langlois, policier, secrétaire général du syndicat Vigie, pour annoncer sa décision de quitter la police via une demande de rupture conventionnelle adressée à Gérald Darmanin. Dans le même registre, Noam Anouar, lui aussi policier, lui aussi syndicaliste à Vigie, a quelque chose à nous dire. Noam, tu es un ami du média où tu es souvent passé, tu es syndicaliste mais aussi lanceur d'alerte et d'expérience. On sait que le temps t'a souvent donné raison sur des dossiers comme les violences exercées contre les gilets jaunes, le racisme au sein de l'institution policière et l'islamisme radical. Alors, policier un jour, policier toujours? Dans l'âme, certainement. Administrativement, c'est une autre question, puisqu'aujourd'hui, on arrive dans un contexte finalement de ce que certains appellent la démocrature. Hein. C'est une sorte d'hybride, de formule hybride qui regrouperait la démocratie et la dictature de façon antagoniste et contradictoire. Et effectivement, il y a un malaise profond. Tu as évoqué la situation d'Alexandre. C'est quelque chose que je ressens et que bon nombre de nos collègues ressentent, et nos collègues comme tous les défenseurs de la liberté. Parce qu'à un moment où d'évidence, on a abordé à juste titre la nécessaire réforme des institutions, de l'institution policière, de l'IGPN, des organes de contrôle, on a estimé que le problème, c'était pas la police, que le problème, c'était pas l'IGPN, mais que le problème, c'était finalement la liberté qu'on pouvait avoir de filmer les scènes de débordement qui pouvaient arriver de façon fortuite sur le terrain, et de les diffuser, de les porter à la connaissance de tous. Donc quand on nous dit que le problème c'est finalement la liberté de diffuser, la liberté de capter les images sur la voie publique, on sait bien que par exemple dans le cadre d'affaires célèbres comme l'affaire Benalla, mais comme bien d'autres, les diffusions, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans justement l'établissement de la vérité et de la justice. Donc quand on veut légiférer là-dessus, je pense qu'il n'y a qu'un pas pour qu'on puisse justement se retrouver dans des contextes comme ceux qu'on peut connaître outre-Méditerranée ou sur d'autres continents où la démocratie et la liberté ne sont pas de tradition ou de rigueur. Voilà. Donc du coup, tu ne te vois plus exercer le métier de policier dans un tel contexte? Si, moi je suis un vrai policier, je demeure un vrai policier, mais aujourd'hui l'administration française ne me permet plus d'exercer le métier que j'ai choisi au départ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, mais de façon très factuelle, et je défie quiconque de me prouver le contraire ou de me démontrer le contraire, un policier aujourd'hui, il verbalise des gens qui vont au boulot, des gens qui font leurs courses parce que leur masque est porté sous le menton, sous le nez, parce que la personne a mal rempli son attestation, parce que la personne se trouve à 1,2 km de son domicile. On verbalise également des automobilistes qui ont excédé en vitesse de 2 km/h la vitesse réglementaire. Mais la police est totalement inefficace dans la lutte contre la délinquance, dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, aujourd'hui, en étant confiné, il est beaucoup plus facile d'aller chercher sa barrette de shit dans une cité de Sevran ou d'Aulnay-sous-Bois que d'aller chercher sa baguette de pain ou de se réunir à 8 dans un appartement, très clairement. Je veux dire que quand je fouille dans les faits divers de ces derniers jours, on me dit que ça et là, la police est intervenue dans un domicile. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais la première ministre belge, pays frontalier, a même dit on n'hésitera pas à frapper aux portes des familles le soir du réveillon si c'est nécessaire. Donc on en arrive là, mais par contre, le trafic de stupéfiants, il n'y a pas de problème. Je dirais les filières djihadistes, le radicalisme, il n'y a aucun problème. Tout ça prospère dans notre société, la délinquance, la criminalité, les arnaques, les violeurs, tout ça, ça existe et ça existera encore. Mais par contre, aujourd'hui, le rôle de la police, c'est plus du tout ce qu'il était censé être au départ. Et moi, je suis profondément mal à l'aise, si ça m'était demandé en tout cas, de devoir verbaliser une mamie qui fait ses courses, de verbaliser un travailleur parce que ses pneus sont un peu lisses et peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour les faire remplacer tout de suite. Donc, il y a quelque chose en fait qui crée chez moi un malaise, parce qu'on a tous une aspiration naturelle à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand on est policier, c'est pas que pour la stabilité de l'emploi. La stabilité de l'emploi, elle existe à la Poste, elle existe dans les grandes entreprises, elle existe à la SNCF, à la RATP. Donc quand on devient policier, il y a un petit plus
qui fait qu'à la base, on choisit ce métier parce qu'on veut justement faire le bien autour de soi, parce qu'on veut être utile à la collectivité. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on traverse un épisode où la police n'a jamais été aussi impopulaire et détestée de la population. Et malheureusement, on peut y trouver une explication. Pas une expression qui est d'ordre de la responsabilité individuelle. Les policiers font ce qu'on leur demande de faire. Mais je veux dire très clairement qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des images. Au début de la semaine, c'était la place de la République. Hier, c'était ces images qui concernent Michel Zecler. Donc, et je pense que demain, on aura autre chose. Je crois même savoir qu'il y a encore des choses dans les tuyaux et que tout ça ne va pas en s'arrangeant. Et donc, on a toujours le choix, à défaut de pouvoir changer les choses, de refuser d'y participer. Et c'est un peu, si je puis me permettre de parler pour lui, ce qu'Alexandre a décidé de faire pour prendre en main son destin et ce que j'ai décidé de faire également, voilà quelques jours. Qu'est-ce que tu as décidé de faire exactement ? J'ai décidé d'être heureux, déjà, tout simplement. Donc, et je ne pense pas qu'on puisse être heureux, s'épanouir dans la vie quand on exerce un métier dans lequel on est malheureux, dans lequel on ne s'épanouit pas, dans lequel finalement on va travailler la boule au ventre ou à reculons. Donc moi, ça fait précisément 3 ans que j'ai levé le pied sur mes activités professionnelles, que je me suis contenté d'accomplir mes missions chez Vigie. Pourquoi ? Parce que j'ai senti le vent tourner, c'est-à-dire que j'ai bien vu la police changer de longue date. Et j'ai demandé mon détachement vers la fonction publique territoriale. Je me suis également déclaré en auto-entrepreneur pour proposer des séquences de formation, des conférences et même produire des écrits dans mes domaines de compétences, notamment la lutte contre la délinquance, la radicalisation et également les questions de sécurité urbaine dans leur ensemble. Quand est-ce que tu as fait cette demande de mutation vers la fonction publique territoriale ? Il y a environ 2 semaines, il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai décidé de franchir le cap et depuis je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais déjà pris la décision, mais le fait d'avoir envoyé un mail à mon directeur régional en lui disant « Bon monsieur, ça y est, c'est terminé, vous et moi, on n'a plus d'histoire, en fait on a plus de passé que d'avenir ensemble. » Et voilà, je demande à être officiellement détaché de la police nationale. Mes affaires sont prêtes, je vais vous restituer tout ce que vous m'avez donné en termes de dotation, c'est-à-dire mes tenues, mon porte-flingue et tout le reste, mes menottes, etc. Tout ça est à votre disposition, je vous les rends quand vous voulez, vous avez juste à me dire quand. Et donc on m'a dit oui, effectivement, ça prend quelques semaines parce qu'il y a, ça se décide en commission à la DRCPN, etc. Et donc, DRCPN, ça veut dire Direction des ressources et des compétences de la police nationale, c'est en gros les ressources humaines en fait. Donc une fois que ce sera validé, si toutefois c'est accepté parce qu'il y a toujours une réserve, tout est prêt de mon côté et j'ai décidé d'exercer un autre métier. Pourquoi la fonction publique territoriale ? Parce que j'aime les gens profondément, j'ai envie de servir les gens, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure dans la police nationale, on soit réellement au service des gens. C'est-à-dire que pour moi, l'équation est toute simple. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu prends un fonctionnaire, n'importe lequel, dans une institution, une mairie, dans une école, et tu te dis, voilà, si ce mec-là, demain, n'était plus là, est-ce que finalement, on y perdrait ? Quand je vois aujourd'hui un policier de police secours dans un commissariat ou quoi que ce soit, j'arrive pas à savoir est-ce qu'on serait mieux avec, est-ce qu'on serait mieux sans. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent aujourd'hui quand je vois une patrouille de police, j'ai peur. Un automobiliste qui me dit quand je vois un barrage, je me dis pas ils sont là pour ma sécurité, je me dis que je vais perdre 135 €. Tu vois, les gens réagissent comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Michel Zecler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'avait pas son masque, il a vu un barrage, il s'est dit je vais prendre 135 €. On va parler, mais déjà j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible que ta hiérarchie pour des raisons X ou Y, refusent de te libérer ? Ils peuvent décider de me sanctionner, bien sûr, davantage. On ne sait pas, effectivement. C'est déjà arrivé parce que le préfet de Seine-Saint-Denis, à l'époque, Philippe Galli, avait décidé de me recruter comme collaborateur cabinet, justement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et ma hiérarchie avait refusé justement de me détacher à l'époque parce que il y avait une sorte de mauvaise foi de leur part, d'obsession même. C'est d'ailleurs visible, il suffit de te brancher sur les comptes des syndicats de commissaires. Tu vois bien que, je ne vais pas dire moi, mais Vigie en général, ils ont un problème avec nous. Donc quand j'ai sorti le livre, j'ai été attaqué par ces gens, ça a été incessant. Donc on sent qu'il y a des personnes qui ont un problème et ils se sont dit tiens, il va nous quitter mais il va s'en sortir. Donc en fin de compte, ils ont essayé d'entraver le projet. C'est une hypothèse qui est possible. Je ne vais pas dire qu'elle est probable, mais effectivement, c'est une possibilité. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne les vois pas faire ça. Depuis, je pense qu'on a quand même, pas pour le plaisir, mais je pense qu'on a mis un sacré bordel, en fait. C'est-à-dire qu'on a lavé notre linge sale en public. On a décidé un jour, chez Vigie, qu'il n'y avait aucune raison de laver le linge sale en famille, parce que famille, ça veut dire famille, ça signifie qu'il y a des liens, qu'il y a des intérêts communs, qu'il y a une bienveillance réciproque. Et là, c'est plus du tout le cas, donc nous, on lave notre linge sale en public et c'est ce qu'on va faire
toi et moi aujourd'hui justement. Voilà. Alexandre et toi, vous vous en allez. On peut dire, finalement, vous abandonnez la bataille, vous rendez service aux étouffeurs de la République, aux étouffeurs de la police. Non, parce qu'on n'est pas indispensable, nul n'est irremplaçable. On a montré une direction. Et très honnêtement, moi, je suis satisfait. En 2017, le 3 janvier exactement, j'ai participé à une émission d'un quotidien dans laquelle j'ai dit il y a du racisme dans la police nationale, particulièrement au CRA du Mesnil-Amelot, mais il y en a partout. Centre de rétention administrative. Et donc j'avais raison. Je suis revenu dans les médias après l'affaire Michael Harpon. Le premier jour, j'ai dit c'est un terroriste, mais finalement on ne nous le dit pas. On essaie de nous le faire passer pour un dément. Pourquoi ? Parce que finalement on lui a signé une habilitation secret défense et la personne qui lui a autorisé justement l'accès à tout ça est en faute professionnelle, en situation de faute professionnelle. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de le faire passer pour fou. C'est pas pour. Et j'avais raison. Une commission d'enquête parlementaire qui a pris quelques mois, mais qui m'a donné raison. J'avais raison sur les violences urbaines concernant les policiers, sur pas mal de choses. Et donc finalement, je regarde aujourd'hui sur le racisme policier. Il y a 3 ans, quand j'en ai parlé, je me suis fait cartonner parce que j'étais le premier. On disait mais non, il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de racisme. On nous a ramené, pardon, mais des sbires de service. Je ne vais pas employer de termes autres, mais pour nous dire mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis très bien. J'ai des origines et pourtant. Et à la fin, regarde, aujourd'hui, il se passe pas une semaine sans qu'on en parle. Donc moi, je suis content. Finalement, on a ouvert une voie. Alexandre a ouvert une voie aussi, et on va faire beaucoup d'adeptes. Mais il n'y a pas besoin qu'on soit là en permanence. Nous, on n'est pas là pour occuper le terrain. On est là pour que les choses évoluent pour l'intérêt collectif. Et je pense que de ce point de vue-là, on a fait un travail inédit en fait. Voilà. Tu as suivi de près, en tant que syndicaliste, l'affaire Michel Zecler. Quel est le regard que tu portes sur cette affaire ? On rappelle que Michel Zecler, c'est un producteur de musique qui rentre chez lui, dans ce qui est à la fois son appartement et son studio. Manifestement, il n'a pas son masque, il entre chez lui, et puis finalement, la police essaye de le sortir de chez lui avec du gaz lacrymogène. Elle le frappe à l'intérieur, à l'extérieur. Elle frappe les jeunes artistes avec qui il était. Et finalement, elle reconstruit un récit. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Alors, c'est une affaire qui est extrêmement grave, même d'une gravité inédite. Pour ce qu'elle est déjà, pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire en termes de violence des images, de violence raciste, du vocabulaire qui a été utilisé contre la victime. Mais c'est également en fait un tournant. Et là-dessus, j'insiste beaucoup parce que le deuxième aspect de cette affaire, et ce qui la rend inédite, c'est que la population, et ça je le lis sur les réseaux sociaux, j'ai eu une interview hier soir chez certains de tes confrères et j'ai lu les commentaires avec attention, et les gens disent, il y a une question qui nous vient à l'esprit, qui nous a jamais traversé l'esprit quant à présent, et ça cette réflexion elle est revenue souvent, c'est combien est-ce qu'il y a de types qui dorment aujourd'hui en prison pour ces raisons-là, parce qu'ils n'avaient pas une caméra justement branchée dans leur appartement ou sur leur lieu de travail. Combien est-ce qu'il y a de types justement que ces types-là et d'autres ont pu envoyer au trou en disant mais attention, il nous a fait ça, il nous a dit ça, et comme on est assermenté, on aura toujours raison parce qu'on est 3, on est 4 et lui il est tout seul, et finalement il s'est passé ça, et pour te dire, pour connaître les juridictions, notamment la Cour correctionnelle, quand un policier parle, les magistrats disent « la police est assermentée, elle a toujours raison ». Voilà, c'est le discours. C'est-à-dire qu'un témoignage, ton témoignage à toi face au témoignage d'un policier, le policier assermenté, il joue sa dignité, il joue son honneur. C'est l'assermentation. Il y a quelque chose de fort dans ce symbole-là. Et là, ils se sont servis justement de leur statut de policier pour charger ce monsieur, pour charger un type de quelque chose qu'il n'avait pas commis. Ils ont mis en place un scénario pour essayer de le faire passer pour ce qu'il n'était pas. Et s'il n'y avait pas eu ces caméras, il le dit lui-même, il aurait dormi en prison, éhonté, avec justement des charges, peut-être des charges, des sanctions pécuniaires, etc., qui auraient pesé sur sa famille. Tu sais, la prison, c'est pas rien. Je veux dire, si tu es marié, tu as des enfants, la prison... Il aurait pu être désocialisé, tout simplement. Désocialisé, parce que... tu perds ton job, tu divorces, je veux dire, tu vois, c'est horrible. Et ces mecs-là ont tenté de briser sa vie, de briser sa carrière. Il y avait des mineurs aussi. Imagine ces gars qui font du rap, je pense que c'était peut-être de la musique hip-hop ou ce genre de choses. Je veux dire, ils sont là, lui, il avait un profil d'éducateur, de moraliste, il était un peu plus âgé, donc il leur apprend à s'insérer dans la société par le travail, par l'effort. Et là, c'est des policiers en tenue qui viennent et qui se comportent de cette façon. Donc moi, je le sais de longue date, mais j'étais tout seul à le dire, seul contre tous. Aujourd'hui, on peut être policier, on peut, hein, c'est pas une généralité, la majorité des policiers sont des gens très bien, j'en connais beaucoup. Mais on peut être policier et être un voyou, une racaille finie. Je te le dis très honnêtement, les yeux dans les yeux, il y a de la racaille dans la police aujourd'hui. Il y en a, je dis pas beaucoup, mais il y en a. Okay, moi, j'en connais des gens qui ont menti sur des procès-verbaux pendant des auditions, juste pour s'en sortir, juste parce qu'ils avaient la haine contre des gens, ils les ont fait passer pour je ne sais quoi, à divers moments justement de leur vie. Dans le 93, ça se passe de cette façon-là. Je vais même te faire une petite confidence. J'ai rien contre lui. Mais je vais parler de lui parce que c'est un fait public. Au RG 93, Renseignements Généraux 93, on a un commissaire de police. Il est en place, il a habilité secret défense. Il fait aujourd'hui l'objet d'une condamnation pénale de 10 mois de prison avec sursis.
Dis-moi, il a été condamné, il n'a pas fait appel. Ça signifie qu'il a reconnu sa culpabilité sur du détournement de fonds, notamment il était des DSP adjoint en Guyane, il a volé 5 000 € dans des scellés, et donc il a reconnu sa culpabilité devant le tribunal, il a été condamné à 10 mois de prison, il est encore policier, il est chef des renseignements généraux. Donc il est en charge des enquêtes de moralité pour les jeunes qui veulent rentrer dans la police, dans la magistrature ou ce genre de choses, donc qui se présentent aux renseignements généraux. Et c'était mon service, donc je connais ce service sur le bout des doigts. Quand un jeune vient, des fois, on lui dit, écoute, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu as fait une bêtise, tu as une ligne au STIC, ce qu'on appelait le STIC, qui a changé de nom maintenant, et donc tu ne peux pas entrer dans la police parce que tu as fait une bêtise quand tu avais 16 ans. Même si tu en as 25 aujourd'hui, c'est pas grave, ça ne change rien. On a décidé que comme tu avais volé, vol par salarié, violence volontaire, etc., quand tu avais 16 ans, c'est incompatible avec... Et à la fin, la signature, c'est la signature de ce monsieur. Tu vois, donc à un moment, ça fait mal. Tu vois, je ne dis pas qu'il ne devrait pas être là ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a un malaise. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça? Je veux dire, est-ce que les habitants de banlieue, les franciliens, ont quelque chose de particulier qui fait qu'aujourd'hui on leur offre cette qualité de service public? Je veux dire, il y a un moment où on parle du 17e arrondissement sur Michel Zecler. Il y a 3 mois, on parlait sur toutes les antennes des groupes Facebook, tu sais, TN Rabio et FDO 22. Je veux dire, TN Rabio, le créateur, le fondateur de ce groupe Facebook, il est dans le 17e arrondissement, dans la salle de commandement qu'on appelle TN Bessières. Il est affecté là-bas. Donc je veux dire, à un moment, on a eu aussi un drapeau, tu sais, on a eu une affaire avec un drapeau, je ne sais plus, qui était symbole d'esclavagisme, je crois, pareil, au niveau d'une caserne, d'une compagnie d'intervention dans le 17e. Donc ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du 17e arrondissement. Est-ce qu'il y a une spécificité du 17e sur la question du racisme ou des violences? Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ils ont peut-être tout simplement la faiblesse d'être un peu moins prudents que d'autres. On a quelques ouvrages ces derniers mois qui sont parus, des ouvrages témoignages qui nous montrent que c'est une question, en fait, une question de fond. Structurelle, systémique peut-être, sans doute. Donc moi, je pose la question aujourd'hui, et je ne peux pas y apporter la réponse. Combien est-ce qu'il y a de types aujourd'hui qui dorment en prison parce qu'on a des policiers véreux comme ceux-là qui les y ont envoyés de façon illégitime? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Pour revenir à Michel Zecler, en tant que syndicaliste justement, tu portes sur cette affaire un regard bien informé, notamment sur des manœuvres de syndicats de police. Voilà, alors il se trouve qu'aujourd'hui, moi je suis plus sur le terrain, et ça va, je dis ça pour accréditer justement mon témoignage. Parce que nous, on a été saisis, puisqu'on est un syndicat, un des rares syndicats avec des valeurs humanistes plutôt de gauche, disons-le. Ça ne veut pas dire que politiquement on est à gauche, mais en tout cas, notre syndicat porte des valeurs justement d'intérêt collectif qui évoquent l'idéologie de gauche. J'ai des journalistes qui m'ont appelé et qui m'ont délivré un message inquiétant. J'ai aussi des collègues de commissariat qui m'ont sensibilisé à une problématique sur cette affaire. Alors, pour être très clair et pour être direct, les policiers qui ont refusé de condamner... Syndicats policiers. Oui, voilà, des syndicalistes ont été sollicités par la presse et ils ont refusé de condamner justement les agissements des policiers. Ils n'ont pas refusé publiquement, je veux dire, ils ont refusé de participer à des interviews en disant non, nous on n'a rien à dire, on ne parle pas sur ce dossier-là. Donc du coup, c'est une façon je ne vais pas dire que c'est une façon de soutenir, mais ne pas condamner, se réserver en tout cas. Oui, voilà, se réserver. Tu sais, ce qu'on voit habituellement, je veux dire, je ne vais pas te donner de nom ou quoi que ce soit, mais il y en a qu'on voit beaucoup sur les antennes, et là, depuis avant-hier, on ne les voit pas. Pourtant, ce n'est pas grand-chose. C'est un peu comme pour Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu viens, tu condamnes ou tu ne condamnes pas. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Là, c'est un petit peu pareil. Je veux dire, il y a un moment où tu condamnes pas. Quand tu ne prends pas la parole quelque part et que tu ne condamnes pas, c'est qu'il y a ambiguïté. Donc, je me dis, bon, ok, soit, ils ne veulent pas condamner. Chacun voit midi à sa porte. Et j'ai des journalistes qui m'appellent et qui me disent, ils font même mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils ont fouillé dans les antécédents de Michel Zecler et ils sont en train de les diffuser à la presse, justement, pour décrédibiliser le profil de la victime. C'est-à-dire que, en l'occurrence, et pour appuyer mes dires, je peux te dire qu'il a effectivement un certain nombre de mentions au traitement des antécédents judiciaires. Le casier judiciaire fait état des condamnations, donc il faut être passé devant un tribunal et avoir été condamné. Le TAJ, c'est ce qu'on appelait auparavant le STIC, qui a fusionné avec le Judex de gendarmerie, globalement, et qui, en fin de compte, les mises en cause, c'est-à-dire est-ce qu'on a déposé plainte contre toi, est-ce que tu as été interpellé, voilà, donc ça regroupe un petit peu tout ça, même si les procédures n'ont pas abouti, c'est une information qui est portée à la connaissance des policiers exclusivement. Et donc ce monsieur, effectivement, est connu jusqu'à 2010, c'est ce qui ressort, c'est là, il y a une rumeur, il y a plein de... La dernière mention, c'est 2010, donc voilà. Ça fait 10 ans qu'il n'y a aucune mention. Voilà, alors ce monsieur-là, effectivement, il était sans doute très jeune, et il y a des messages qui circulent au sein de l'institution policière, on nous dit attention, alors il faut détruire l'image de ce monsieur,
c'est diffusé également à une certaine partie de la presse, parce qu'il y a des affinités entre certains syndicats de police et la presse. Et certaines presses. Et certaines presses, voilà, tout à fait. Et donc, on nous dit, en 2010, il est connu pour un fait assez grave, pour lequel il n'a pas été condamné et pour lequel il n'a pas été déféré, d'accord ? Donc c'est pour ça, et c'est pour le protéger que je dis ça. C'est pas pour participer justement à répandre la rumeur. Donc c'est une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Il a été dédouané de sa responsabilité, il n'y a pas participé. Mais la mention apparaît au TAJ. Et ensuite, il y a 5 mentions justement pour vol avec arme. Et donc, de la même manière, je dirais, effectivement, la condamnation n'est pas établie. Mais ça circule puisque je suis au courant moi-même, d'accord ? C'est que l'information a été diffusée, alors qu'à la base, elle est confidentielle. Donc elle a été diffusée en vue de détruire son image auprès du grand public pour justement dédouaner, en tout cas tenter un temps de dédouaner les policiers de leur responsabilité. Et c'est pour ça qu'ils se sont comportés ainsi. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette accusation justement selon laquelle M. Zecler aurait tenté de se saisir de leur arme, parce qu'on se dit, attention, t'as vu la façon dont ils sont intervenus quand même autour du truc. Tu dis, attends, il y a Ben Laden là dans le studio ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On jette une bombe une grenade lacrymogène, alors qu'à la base, elles sont prévues pour être utilisées à l'extérieur. C'est la première fois que j'entends parler d'une grenade lacrymogène utilisée sur un lieu fermé, dans un lieu clos. Je veux dire, on marche sur la tête. Et donc, ce monsieur, il a été traité. À un moment, je me suis posé la question, je me dis, pourquoi est-ce qu'il traite de cette façon-là ? Quand bien même il ne porterait pas son masque, quand bien même il aurait outragé les agents, il y a quand même une disproportion entre l'usage de la force et... D'autant plus qu'ils sont devant chez lui, et donc, connaissant son adresse, ils peuvent lui envoyer une convocation. C'est un lieu privé, oui, voilà. Je veux dire, donc tu te poses la question, et puis en fin de compte, ses antécédents ont été consultés. On a établi que c'est quelqu'un dont on pouvait facilement inventer, ou en tout cas monter une histoire selon laquelle, en lien avec justement avec ses antécédents, on pouvait monter quelque chose qui pouvait rendre tout ça cohérent. Oui, voilà, écrire un scénario qui pouvait rendre ça cohérent. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'ai appris par la presse que les policiers se sont présentés à l'unité médico-judiciaire et ont écopé de 5 jours d'ITT en prétextant qu'ils auraient été blessés par ce monsieur. Donc ça aussi, ça reste à déterminer. Je veux dire, qu'il y a un moment où quand même ils se sont victimisés au départ et ils ont utilisé justement les antécédents de ce monsieur pour laisser penser qu'ils voilà, pour monter. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'avant même de l'attaquer, d'attaquer son domicile, qui est aussi son studio, il savait qu'il était... Je ne sais pas. Est-ce que c'est une police de proximité qui connaissait ce monsieur ou pas ? J'imagine bien que c'est une personnalité publique. Il est producteur de musique, peut-être qu'il est connu. Vous savez, la rumeur dans les commissariats, c'est quelque chose qui se répand un peu entraîné de poudre. Peut-être, ça, je n'ai absolument aucun élément qui me permette de le supposer. Mais en tout cas... Techniquement, est-ce que les juges ou l'IGPN seront en mesure de savoir si... le TAJ a été consulté. Ah oui, bien sûr. Et quand il a été consulté. Alors les consultations de fichiers sont tracées, donc tout comme tous les fichiers de police, ils sont répertoriés par la CNIL. Techniquement, on peut tracer justement les consultations de fichiers. Mais moi, j'ai des gens dans la presse et dans le monde de la police qui m'ont appelé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'on a décidé de se rencontrer et de parler. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de prendre la parole et de dire attention, il y a un truc qui est en train de se préparer justement pour salir l'image de ce monsieur et nous, on n'y adhère pas, on n'est pas d'accord. Donc voilà, il y a des mentions. Moi, je n'ai pas accès au fichier TAJ, donc tout ce que j'ai dit, c'est peut-être faux. Je veux dire, mais je pense qu'on sera écouté par pas mal de monde et qu'il y a des gens qui vont vérifier ce que je dis. Et moi, j'ai l'intuition que c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Et, en tout cas, tu as eu des informations venant de journalistes et de policiers. Voilà. Les policiers m'ont dit effectivement, il y a quelque chose il y a des policiers qui m'ont dit non, là, ça va trop loin. Autant, il y a une solidarité de principe entre les policiers, mais là, on ne peut pas défendre ça. À tout grade, j'ai des commandants, etc., qui m'ont appelé, qui m'ont dit non, là, c'est indéfendable. Et c'est même pas la peine de dire de se réfugier derrière l'enquête en cours ou quoi que ce soit. Nous, on ne se mouille pas. Ils m'ont dit par contre attention, parce que la stratégie habituelle c'est toujours de dire voilà il a dénoncé etc. mais ça a été fait pour d'autres, je veux dire, voilà son casier judiciaire. Et là, effectivement, les fuites ont été organisées. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont de l'éthique journalistique et qui ont dit nous, on n'adhérera pas à ça. Et on t'en parle parce que justement, il y a un dysfonctionnement et ça suffit, quoi. Je veux dire, il a des antécédents jusqu'en 2010. Je veux dire, quand bien même il n'a pas été condamné à cette époque, déjà, ça c'est extrêmement important. Mais en plus, je veux dire, en 10 ans, il s'est passé des choses. Il a créé son entreprise, il a fondé une famille, il forme des jeunes, etc. Pourquoi est-ce qu'on vient repêcher ce truc-là, raviver justement ce truc, plus de 10 ans après, pour pouvoir en faire un criminel devant l'opinion publique ? Je veux dire, c'est injuste. Donc voilà, ce sera peut-être l'une de mes dernières actions en tant que policier. Je veux dire, parce que moi, j'aspire à ce que justice soit faite. Et je suis là justement pour pas qu'on puisse... Tu veux stopper cette campagne, tu veux je laisserai pas salir l'image de ce monsieur, éviter qu'on évite le vrai problème. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait.
En tant que policier citoyen, qu'est-ce que tu penses de la fameuse loi sécurité globale qui est en cours d'adoption? On parle beaucoup de l'article 24. Vigie a été l'un des organisateurs justement d'une mobilisation devant l'Assemblée nationale pour protester justement contre cet article. Parce que nous, on est dans une optique de transparence. C'est-à-dire que, tu sais, il y a 2 ans, le préfet de police a édité une note de service qui disait que les policiers devaient accepter de se laisser prendre en photo par les touristes parce que l'uniforme de la police française faisait partie du patrimoine et qu'en l'occurrence, on ne pouvait pas s'opposer à ce que des gens puissent photographier des policiers, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Et là, aujourd'hui, on prétexte Magnanville pour raviver justement une mémoire douloureuse, une mémoire collective qui nous est douloureuse. Mais ça n'a rien à voir. Oui, le double assassinat de nos collègues, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Et donc, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Magnanville, on sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Le terroriste qui est Abala, qui les a assassinés, n'a pas visionné des images Internet en disant « Tiens, bah voilà, je vais essayer de savoir où ils habitent, je vais me renseigner ». Ça a été fait parce que, justement, on a vulnérabilisé leurs coordonnées, leurs données personnelles via leur adhésion syndicale, qu'une syndicaliste, a priori, se serait baladée avec une clé USB, elle aurait hébergé une fichier S qui était amie de sa fille, et cette fichier S aurait profité de cette proximité pour exfiltrer des données vers une cellule terroriste. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a absolument rien à voir avec la liberté de manifester, avec la diffusion d'images sur la voie publique. Je veux dire, nous, on est pour la transparence. Moi, j'estime que la peur n'a pas... en tant que policier, je veux dire, c'est pas aux policiers d'avoir peur. Si demain, on démontre à la population que la police a peur au point de devoir se cacher, je veux dire que c'est un signal quand même relativement inquiétant qui est envoyé à la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de vous verbaliser quand vous portez pas votre masque, mais par contre, on a peur de se montrer sur Internet parce qu'on a peur du terrorisme, parce qu'on a peur du banditisme ou de la délinquance. Je veux dire, moi, c'est pas un message qui me convainc, si tu veux, en quelque sorte. Voilà. Si on te donnait le pouvoir de réformer la police, comment tu commencerais? Parce que finalement, en quittant la police, on peut t'imaginer un jour en politique. Alors, si on te dit, Noam, tu critiques beaucoup, mais dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que finalement, on a l'impression que c'est le tonneau des dindanaïdes, racisme, impunité, mal-être aussi. Mal-être, parce que conditions de travail mauvaises. Comment réformer la police? Est-ce qu'elle est seulement réformable, la police française? Je pense qu'il ne faut pas effectivement désespérer, parce que tout ce que je dis de la police, c'est parce que je connais cette institution, pour y avoir exercé une bonne quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'entends pas autant de polémiques autour des activités de la gendarmerie. J'entends pas autant de polémiques sur l'activité des douanes ou de la police municipale. Je veux dire, il y a de temps en temps quelques frottements dans les relations avec la population. Mais je pense qu'il y a quelque chose de spécifique à la police nationale, donc effectivement, ça nécessite une réforme. Après, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que au-delà des questions matérielles, de réorganisation des organigrammes, etc., je pense qu'au plan structurel, il faut se réaxer vers l'assistance aux victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un volume de travail qui est extrêmement important et on ne pourra pas toujours tout traiter. Donc je pense que l'urgence, c'est que la police soit à même de pouvoir assister les victimes dans des délais convenables et avec des moyens adaptés. Je veux dire qu'en l'occurrence, à choisir, c'est-à-dire que si demain, effectivement, tu es mobilisé en tant que policier sur un contrôle sanitaire pour justement vérifier le port du masque chez les usagers d'une gare, et qu'à côté, il y a une femme battue ou une victime de violence qui te réquisitionne à l'autre bout de la ville, quand il faut trancher, il faut trancher. Je veux dire qu'il faut porter secours aux victimes. Et il y a des missions, on va dire, entre guillemets, subalternes, qui peuvent être peut-être sous-traitées par d'autres organismes. Mais la priorité de la police, c'est aujourd'hui le combat contre la criminalité, contre la délinquance, le combat contre le terrorisme également, on l'a vécu ces dernières semaines, et également, de façon fondamentale, l'assistance aux victimes. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu es victime au commissariat et que tu attends plus d'1 heure pour pouvoir déposer plainte, c'est pas normal. Normalement, ça, c'est des choses qu'on devrait prioriser. L'accueil dans les commissariats, normalement, c'est pas le rôle d'un ADS qu'on a formé en 3 mois et qui a 19 ans. Je veux dire que l'accueil, c'est... Oui, un adjoint de sécurité, pardon. Effectivement, l'accueil, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est le premier contact que tu peux avoir avec le commissariat. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'accueil soit sous-traité par des ADS en sortie d'école? Parce que l'accueil, c'est un poste sanction aujourd'hui dans un commissariat, alors que c'est fondamental. Il y a plein de choses, en fait, qu'il faut pouvoir repenser. Et en fait, c'est un chantier. Je veux dire, je peux pas. Je pense qu'en fait, il faut une remise à plat de tout ça. Et bon, le système de représentation syndicale est absolument pas adapté. Je veux dire, les syndicalistes, avec tout le respect que j'ai pour eux, on n'est pas en guerre avec tout le monde, mais je veux dire, aujourd'hui, entre le syndicaliste qui fait du média, un peu comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, et le policier de terrain, il y a un monde. Je veux dire, clairement, c'est pas adapté. Donc je pense qu'il faut aussi revoir le système de représentativité pour justement optimiser la qualité des remontées d'informations à partir du terrain. Merci Noam. Je t'en prie.